et bienvenue à Histoire de Passe-Temps. Ici Maude Savaria au micro et je vous dis aussi quoi parce qu'aujourd'hui c'est la Journée nationale des peuples autochtones. Donc on fait un salut amical à tous et toutes qui méritent notre attention aujourd'hui et j'aimerais aussi souligner l'annonce de la ville de Montréal ce matin qui change enfin le nom de la rue Amherst pour le nom qui je vais essayer de prononcer pour la première fois. Donc c'est ça, mais je suis sûre que dans quelques semaines on va tous pouvoir être capables de le prononcer. Tout va bien. Donc la rue Adadeguen ou Adadeguen. Ouais. Qui veut dire frère et sœur en mohawk et qui a un nom beaucoup plus beau avec une signification meilleure que Amherst, qui, on le rappelle, a fait une guerre bactériologique en lançant des couvertes infectées vers les peuples autochtones. Donc, pas très gentil, ce monsieur. Et aujourd'hui, c'est la dernière émission d'Histoire de passer le temps pour la saison 2018-2019. Oh! Oui, on est très... Je fais les bruitages. Oui! Mais bonne nouvelle, nous allons revenir en force en septembre avec une nouvelle équipe de coordination. Donc, restez à l'affût sur notre page Facebook pour des nouvelles de nous. On va vous annoncer ça bientôt. Mais avant de partir pour l'été, nous avons 3 belles chroniques. Donc, je reçois aujourd'hui la toujours pertinente Sabrina Gaudreau-Drouin pour nous parler de la Saint-Jean-Baptiste. Bonjour Sabrina. Salut. Ensuite, j'accueille Charles-Thomas Lemoine, un nouveau chroniqueur. Bonjour Charles. Bonjour à tous. Tu étudies à la maîtrise à l'UQAM sous la direction de Greg Robinson et tu nous parles aujourd'hui de ton sujet de mémoire. Exactement. Et le basketball. Tout à fait. Et pour terminer l'émission et la saison, Guillaume Cellier est là pour nous parler de Guillaume le Conquérant. Bonjour Guillaume. Bonjour. Il y a beaucoup de Guillaume dans ma phrase. Oui, hein? Et à la régie, nous avons Oriane Baven. Qu'est-ce que tu as pour nous, Oriane? Eh ben, aujourd'hui, je vous emmène visiter un château, le château médiéval de Guédelon, qui en fait est un château du XXIe siècle. Donc, il est médiéval et du XXIe siècle. Ça, c'est déjà cool. Et donc, c'est un château en Bourgogne, en France. Et en fait, à cet endroit-là, en 1997, il y a un groupe d'archéologues, d'historiens, d'architectes et de gens qui font des métiers d'ouvrage qui se lancent dans la construction d'un château fort. Donc, ils décident, en fait, à partir de rien du tout, il y avait absolument rien à cet endroit-là, il n'y avait pas du tout de vestiges de château fort ni rien. Ils ont décidé complètement donc les architectes ont dessiné un plan, etc. Puis tout le monde s'est dit, on va fabriquer un château fort à notre époque. Donc c'est déjà une belle ambition là. Et donc c'est un château qu'ils veulent construire sur des plans du XIIIe siècle. Donc de style Philippe Auguste. Voilà. Donc c'est quoi l'objectif en fait de fabriquer un château à notre époque? Finalement, c'est de voir comment on faisait pour faire un château, de comment marche aussi un chantier médiéval, de tous les métiers dont on a besoin, etc. Du temps que ça peut mettre aussi. Et aussi, il y a en fait tout plein de travaux qui sont sortis aussi sur le château de Guédelon, notamment des historiens qui travaillent justement sur le château et qui ont sorti des ouvrages, notamment qui questionnent par exemple le rapport entre les êtres humains qui sont sur les chantiers et puis le chantier en lui-même ou la pierre, etc. Donc c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de choses sur ce. Donc l'histoire du travail au Moyen Âge, c'est très intéressant. Exactement, en fait, c'est exactement ça. Mais sauf que c'est aujourd'hui. Oui, c'est spécial quand même. C'est comme à une autre échelle des reenactments, tu sais, au lieu des batailles puis tout, mais c'est comme à une autre échelle. C'est ça. Là, on construit complètement un château. Donc c'est assez intéressant parce que c'est un château qui s'autofinance. En fait, à la base, quand ils avaient proposé leur projet, ils avaient trouvé plein de financements, tout le monde voulait les financer, ils trouvaient ça vraiment cool. Puis au bout d'un an, ils ont perdu presque tout leur financement. Donc ils ont décidé en fait qu'ils allaient s'autofinancer en faisant visiter le chantier du château. Et dès la première année, en fait, il y a près de 80 000 visiteurs qui vont visiter le chantier du château de Guédelon. Et donc en fait, en quelques années, ils avaient déjà tout rempli leur caisse finalement. Bon, ils avaient plus besoin de financement, mais heureusement, ils ont gardé les visites parce qu'ils trouvent qu'il y a vraiment un intérêt pédagogique en fait à montrer aux gens comment se passe un château, un chantier de château médiéval.
Donc pour vous décrire un petit peu le château, donc c'est un château qui fait 150 mètres de périmètre, donc si on fait tout le tour. Donc il a 6 tours circulaires, donc 4 tours d'angle et 2 tours qui forment le châtelet d'entrée, donc juste à la porte. Et donc il y a des courtines, il y a une courtine qui fait tout le tour, qui rejoint donc toutes ces tours. Avec un chemin de ronde, etc., tout ça. Et il y a une tour maîtresse qui est donc un donjon en fait. À l'intérieur, il y a aussi un logis du seigneur. Et puis donc il y a une des tours qui est aussi une chapelle. Donc ce qui est intéressant en fait, c'est que par la suite, les historiens, ils ont inventé une histoire autour de ce château en inventant un seigneur qui serait pas de baron quand même là, qui avait pas tant d'argent que ça pour construire quand même un petit château, mais voilà, qui s'appellerait donc Gilbert Courtenay ou Gilbert de Guédelon, le nom du château, et qui aurait donc commencé le chantier en 1229. Et donc en fait, ça leur permet de justifier un petit peu aussi pourquoi, par exemple, il n'y a pas de pont-levis, il n'y a pas de douve, il n'y a pas d'oubliette, parce que c'était à cette époque-là, on faisait plus ça, ou on le faisait pas encore. Ouais, on le faisait pas encore plutôt, ouais, c'est ça. Et pourquoi à la place, donc il y a encore par exemple un donjon, il y a une chapelle, ou encore par exemple il y a un moulin hydraulique. Donc voilà, c'est tout plein de choses. Donc ils ont inventé une histoire. Les historiens finalement, ils ont inventé l'histoire. C'est vraiment fou. Mais voilà, donc c'était la petite histoire du château de Guédelon que je trouve assez amusante. Si vous savez pas quoi faire cet été et que vous êtes en France, vous pouvez aller en Bourgogne visiter donc un château, un faux château médiéval finalement. Puis après profiter du bon vin de Bourgogne. Aussi, bien sûr. Oui. Pourquoi pas. Wow, super. Merci Ariane de nous donner des suggestions de vacances. Avec plaisir. Donc on va poursuivre. Ah oui, est-ce que tu as dit depuis combien de temps ils construisent? Depuis 1997. OK, donc 22 ans, ça exactement. va être prêt. Et normalement, c'est prévu que ce soit fini en 2025. Oh, donc dans pas très longtemps. Hein. Oui, quand bientôt, même. Vous pouvez le voir. Il voit la fin. Donc intéressant à voir. Voilà. Donc nous allons poursuivre avec Sabrina et l'histoire de notre fête nationale. Et oui, cette semaine, là, pour la dernière émission, je me suis dit que j'allais parler de notre fête nationale parce que je trouvais ce concept comme elle arrive à grands pas. Oui, pour ceux et celles qui nous écoutent en balado, c'est lundi prochain. Mais aussi parce qu'elle a quand même fait jaser dans les médias là, au cours des derniers temps. Je sais pas si vous avez tous eu connaissance du scandale Solstice dans l'arrondissement Sud-Ouest. Mais même si la réponse est oui, je pense que ça vaut quand même la peine que je fasse une petite intro là-dessus, juste pour donner le ton à ma chronique. On a assisté quand même à un grand mécontentement des politiciens, mais surtout de la population à cause de l'utilisation frauduleuse des fonds gouvernementaux pour produire ce festival-là qui se voulait à la base plus inclusif que notre fête nationale. Après là, s'être confronté à une forte opposition dans l'espace public, le maire de l'arrondissement Sud-Ouest, Benoît Doré, a reculé jeudi passé sur sa décision de renommer la fête nationale de la Saint-Jean en Festival du solstice d'été. Avant de se rétracter, le maire il s'est quand même défendu en disant, et je le cite, « Nous allons célébrer avec fierté la fête nationale. Nous avons décidé d'étendre les festivités et de créer un festival plus large cet été. Ça ne remplace pas la fête nationale. Au contraire, elle sera mise de l'avant pendant les activités. » Ce à quoi Biz, qui est un rappeur québécois là, connu notamment pour sa place dans le Colocasse, qui était à la tête d'affiche en fait de cette célébration-là. Et fervent nationaliste québécois, là, on va se le dire. Ouais, il n'y a pas de doute là-dessus. Il était pas non plus au courant avant de voir la publicité officielle quand elle est sortie. Puis il s'est exprimé lui aussi dans les médias en disant je découvre en même temps que vous ce solstice en ce qui me concerne, il est clair qu'on va célébrer la Saint-Jean, fête nationale de tous les Québécois. Fait que malgré la prise de position, là, l'arrondissement s'est rétracté sur le projet, fait qu'ils ont refait toute la publicité. Fait que cette petite incursion-là dans l'actualité nous montre aussi comment c'est sensible comme célébration, puis comment la tradition prime sur la nouveauté un peu. Oui, mais il faut quand même dire que le solstice c'est aujourd'hui, le 21 juin, et pas le 24, fait qu'il est un peu perdu. Ouais, je vais quand même en parler de ça un petit peu plus tard. On va comprendre pourquoi on mélange souvent le 21 et le 24. Quoi qu'il en soit, moi aujourd'hui, je vais me pencher plutôt là, en faveur de la tradition en vous parlant du premier banquet de la Saint-Jean-Baptiste, mais de manière plus précise aussi de Ludger Duvernay et de son rôle là, pour l'élévation de cette fête au rang de fête nationale. Mais d'où vient
la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Faut mentionner en fait que elle tire d'abord ses origines dans des célébrations du solstice d'été, qui sont des coutumes païennes, voulant que des feux soient allumés pour célébrer la lumière et le beau temps à l'occasion de la plus longue journée de l'année, donc entre le 20 et le 22 juin. C'est pas toujours la même chose. En fait, comme on l'a dit, on est aujourd'hui, le jour du solstice, fait que joyeux solstice à tous. Mais si le solstice il est aujourd'hui, pourquoi on fête ça le 24? C'est ça la grande question. C'est juste parce que la journée du solstice tombe le 24 au calendrier julien, mais le 21 à notre calendrier actuel. Fait que c'est pour ça qu'il y a un petit trompe-l'œil là-dedans. Ah. Avec le temps, l'Église catholique va récupérer la fête pour l'associer à la figure de Jean le Baptiste, qui serait, là, j'ai vu que c'était comme contesté à certains endroits, mais qui serait le cousin de Jésus, en plus d'avoir annoncé sa venue et de l'avoir baptisé. Mais tant qu'à elle, la tradition d'allumer le feu de la Saint-Jean pour marquer le début de l'été est amenée en Nouvelle-France dès 1646, ça fait quand même un bon moment, puisqu'on célèbre déjà la fête de la Saint-Jean-Baptiste en Europe. J'ai été quand même surprise d'apprendre aussi que le jour de la Saint-Jean-Baptiste est férié depuis le 17e siècle, le saviez-vous? Ah, non. En fait, l'évêque de l'époque, le monseigneur de Saint-Vallier, fait de la Saint-Jean-Baptiste une fête chômée, vouée à la dévotion dès 1694. Bon, c'est pas les mêmes fériés qu'aujourd'hui. Non, hein, pas vraiment. Mais quand même. Mais la dévotion à d'autres choses, j'imagine. Oui, ça peut ressembler à ça dans certains cas. La Saint-Jean continue d'être célébrée aussi après la conquête, mais pas nécessairement comme fête nationale aux enjeux plus politiques, mais bien comme fête pieuse. Ça va changer, par contre, à partir de 1834, où on va connaître les premiers balbutiements de la fête nationale aux couleurs plus patriotiques. Initialement, l'idée émerge au printemps 1834, alors que Luigi Duvernay puis plusieurs membres du Parti patriote participent à la première fête nationale des Irlandais au Bas-Canada. À la vue de cette fête qu'on voit qui est rassembleuse, qui met de l'avant l'identité et la nation irlandaise, les patriotes vont vouloir eux aussi organiser une célébration rassembleuse qui serait la fête des Canadiens français. Je le rappelle, déjà en 1834, on est dans un contexte politique et social quand même assez difficile, puis qui se complexifie à mesure que la voix des patriotes s'élève. En juin, ça fait déjà quelques mois que les 92 résolutions, qui sont les revendications des patriotes à l'endroit de la couronne britannique, ont été approuvées et envoyées à Londres. C'est d'ailleurs ce contexte-là de revendication nationale qui va inspirer Luigi Duvernay, puis qu'il va lui créer le besoin, si on peut dire ça comme ça, d'avoir une fête pour sa nation. Fait que brièvement, c'est qui ce gars-là? Luigi Duvernay. Eh bien, Duvernay, il dispose quand même de plusieurs titres. Il est journaliste, éditeur, imprimeur, c'est un homme politique, mais surtout un patriote convaincu. Il naît à Verchères en 1799. Il va recevoir une éducation qui est quand même de base, mais son instituteur, Louis Labadie, avait la particularité d'utiliser les journaux pour faire l'apprentissage de la lecture en classe. Fait que à l'âge de 14 ans, il va déjà être passionné là, de papier, d'imprimerie, de journaux. Fait qu'il va obtenir un poste d'apprenti à 14 ans, on le rappelle, à l'imprimerie du journal Le Spectateur de Montréal. Donc, Luigi Duvernay est surtout connu aussi comme le fondateur de la Société Saint-Jean-Baptiste, mais il fait aussi partie là, de l'élite intellectuelle bas-canadienne qui est très influente là, au moment des rébellions. Il va être actif en édition, ce qui va également lui donner une grande tribune pour supporter le mouvement patriote et aussi pour partager ses idéaux. En 1827, il va faire l'acquisition de la Minerve, qui devient l'un des journaux les plus lus de la colonie, puis une voix de plus pour les patriotes. En 1837, là, alors que les conflits éclatent, lui, il va partir, s'exiler à Burlington, au Vermont, où il va quand même poursuivre sa défense des intérêts canadiens-français, notamment à travers les parutions d'un journal qu'il va fonder puis qui va entretenir pendant seulement 1 an, mais qui va s'appeler Le Patriote canadien. Puis je pense que la notice, c'est Journal d'un exilé. Ça fit. En 1842, il va rentrer au pays.
En changeant un peu d'allégeance, par contre, celui qui appuyait l'autrefois Papineau, ben là, il va se tourner plutôt vers Louis-Hippolyte Lafontaine, beaucoup plus modéré. Maintenant qu'on connaît un peu le personnage, ben on va retourner à la fête. Fait que c'est en mars 1834 que Ludger Duvernay, accompagné de Georges-Étienne Cartier et Louis-Victor Sicotte, fonde la société Aide-toi et le ciel t'aidera, dont Duvernay est président. Mais il s'agit là un peu de la prémisse à la Société Saint-Jean-Baptiste, introduite après les rébellions, un peu dans le même esprit, là, c'est le même genre de société. Les membres de cette société secrète se rassemblent et discutent politique, ils discutent de littérature, mais aussi de philosophie. C'est là que l'idée aussi va émerger, là, alors que Duvernay veut récupérer la fête païenne du solstice d'été. C'est dans ces discussions-là que ça va sortir. Hey, on pourrait utiliser cette fête-là pour faire notre fête nationale. Parce que, au final, c'est déjà célébré. Donc, c'est quelque chose qui peut plus facilement s'ancrer aussi. Fait que le 24 juin 1834 marque le premier banquet de la Saint-Jean-Baptiste. On dénombre environ une bonne 60aine de personnes à cet événement-là. Le banquet a lieu dans les jardins de l'avocat John McDonnell. C'est vraiment Donnell, pas McDonald, qui correspond en fait au futur site de la gare Windsor. Donc les personnes qui sont présentes, ben c'est presque tous des chefs réformistes, patriotes. Donc O'Callaghan, Perrault, Brown, Rodier, Louis-Hippolyte Lafontaine, Georges-Étienne Cartier, donc tous des hommes très influents à l'époque. Le président de cette soirée-là est nul autre que Jacques Vigée, qui est maire de Montréal aussi à ce moment-là. Fait que au niveau du déroulement de la soirée, ben il y a de la nourriture en abondance selon les écrits, plusieurs toasts aussi, donc beaucoup d'alcool, des chants, mais aussi des discours en faveur des patriotes. Ce banquet-là, ben c'est selon eux un véritable succès. Puis les journaux encouragent les gens à faire comme les patriotes, puis à fêter dorénavant la Saint-Jean-Baptiste dans leur village pour favoriser l'union des forces. On en a quand même besoin à ce moment-là. Fait qu'on veut vraiment créer un événement rassembleur pour les Canadiens français. Année après année, on va donc reproduire l'expérience de la Saint-Jean-Baptiste. Par contre, plus les tensions montent dans leurs revendications contre la couronne britannique, plus les célébrations de cette fête-là vont prendre de leur importance, mais aussi une bonne tournure politique. Ça l'était à la base, mais ça va juste s'amplifier. En 1837, là, après les résolutions Russell, le Parti patriote va proposer de boycotter les produits importés en guise de protestation. Donc, durant le banquet de cette année-là, ben, on présente seulement des produits locaux et les leaders patriotes, ils vont aussi encourager le peuple à les imiter. Fait que de servir vraiment de denrées locales pour faire leur petite célébration de la Saint-Jean-Baptiste. Donc, même si le climat social et politique des rébellions n'est pas nécessairement propice aux festivités de la Saint-Jean-Baptiste pour quelques années, les lettres d'exil de Ludger Duvernay vont nous montrer que la fête nationale fait rapidement partie intégrante là, des Canadiens français. On peut lire dans les pages du journal La Canadienne en juin 1840, je vais le citer. La fête nationale dont vous avez parlé dans l'un de vos précédents numéros a été célébrée dans plusieurs places des États-Unis. Les réfugiés canadiens n'ont pas oublié qu'ils avaient une patrie. Dans cette même adresse à La Canadienne, on va raconter comment les festivités se sont déroulées à Burlington, où Ludger Duvernay a présidé le banquet. Qui se déroule d'après les écrits dans la plus grande frugalité. On fait des discours, on lève son verre au peuple canadien-français. Il y a vraiment une longue liste là, d'adresses donc aux patriotes, à la France, à la liberté de presse, à la démocratie, à l'agriculture, aux libéraux du Haut-Canada et même surprenamment aux libéraux d'Angleterre, desquels on souligne quelle est grande et noble la tâche de ceux qui se dévouent à la cause du peuple et qui combattent la tyrannie. Fait que ça... Et c'est super intéressant parce que au Mexique, leur fête nationale, c'est le 16 septembre. Puis il y a ce qu'ils appellent le grito, le cri. Puis dans le fond, c'est le cri de la Révolution. Puis c'est aussi des adresses comme ça. Là. Dans le fond, chaque maire de chaque ville va faire le cri. Puis le président le fait sur le Zocalo à Mexico City. Puis ils vont faire le cri, puis ça finit toujours par Viva la Révolution, Viva Mexico. C'est vraiment intéressant de voir c'est un beau parallèle, le parallèle avec ça. Puis c'est à peu près dans les un petit peu plus tard, c'est début 19e siècle, l'indépendance du Mexique. Donc
Mais avant de lire plus là-dessus, on dirait que j'avais pas saisi à quel point c'était politique dès le départ, c'est la fête nationale. Mais sur ces notes-là, je vais prendre un petit moment pour conclure quand même. Je le dis toujours, mais il y aura encore tellement de choses à dire. Si maintenant ce sont des millions de Québécois qui célèbrent la fête nationale par des festivités de toutes sortes, ben il faut dire que les premières éditions de la Saint-Jean-Baptiste étaient surtout marquées par la volonté de s'affirmer en tant que nation distincte. On voit que ces banquets-là étaient surtout à saveur politique et que finalement c'était par contre juste un petit groupe de personnes qui célébraient et pensaient cette nation rêvée là, à travers ces banquets-là. Je reviendrai probablement un jour, peut-être la saison prochaine avec Ludger Duvernay, mais pour aujourd'hui, je vous laisse aller tous célébrer. Là. Est-ce que vous préférez le solstice, la Saint-Jean, la fête nationale, peu importe. Profitez de votre congé, puis on espère qu'on va avoir du beau temps. Super, merci Sabrina pour cette chronique. Vous pouvez utiliser le contenu pour vos parties de famille aussi, c'est toujours intéressant. Regarde, on va aller en musique. Oui, c'est ça. Ouais, je vous ai prévu des petites musiques un petit peu folk, indie rock, là. Ça sent l'été, c'est pour ça. Et je vous propose donc Vicky Gilmore avec Mountains. How's it going over there? Is there really better air on the other side of the mountains, like you said? Does the sunset bring you fear that the darkness is so near on the other side of the mountains, like you said? But the sky Is this everything you want? To sit and stare and point and taunt from the other side of the mountains, like you said. But the sky is gray, and I don't believe a single word you say. And I'll just keep falling with the rain, even though it's driving insane. I'll just keep following the storm, even though it doesn't keep me really close. De retour à Histoire de passer le temps avec Maud Savaria au micro sur cette note très slow, un peu comme moi aujourd'hui. Mais on va essayer de se réveiller un petit peu avec la chronique de Charles Thomas et sur l'intégration des Afro-Américains au basketball professionnel aux États-Unis.
Oui, Je te exact. laisse commencer. Ben c'est gentil. Ben oui, on va parler basketball aujourd'hui, puis quel meilleur moment pour le faire qu'en ce moment, étant donné que les Raptors de Toronto, la seule équipe canadienne de la NBA, a remporté le championnat de sa ligue pas plus tard que la semaine dernière. Donc, Finalement, c'est les Canadiens qui sont les meilleurs au basket. allez, voilà. on salue les joueurs des Raptors si ils nous écoutent. C'est quoi la hashtag, là, We the North? C'est ça, exact. Non, mais Ok. plus sérieusement, aujourd'hui, on va parler d'une jeune NBA, c'est-à-dire de l'intégration raciale dans celle-ci, l'arrivée des Afro-Américains dans la NBA. Ça se passe dans la saison 1950-1951. Puis, dans le fond, ça se passe dans un contexte vraiment très particulier aux États-Unis, un contexte de ségrégation raciale, de discrimination. On a les lois Jim Crow et ainsi de suite. Pourquoi je m'intéresse à l'histoire des Afro-Américains dans le basketball alors que j'aurais très bien pu parler des femmes dans le basketball, des athlètes asiatiques aussi ou encore des Latino-Américains? C'est qu'il faut comprendre que la NBA actuellement est composée de près de 75% d'athlètes afro-américains, d'athlètes noirs, ce qui représente la plus grosse majorité de n'importe quel autre sport majeur en Amérique du Nord. Et puis, quand on dit ça, c'est surprenant parce que les gens réalisent pas qu'à une époque, justement, la NBA était le théâtre de la ségrégation raciale aux États-Unis et où elle était strictement réservée aux athlètes blancs. C'est pour ça que je trouve que c'est essentiel de vous présenter les 3 premiers joueurs qui ont percé cette barrière-là raciale dans la NBA lors de la saison 50-51. D'ailleurs, ces joueurs-là sont beaucoup moins connus que, par exemple, un Jackie Robinson au baseball, dont je porte le chandail actuellement. Jackie Robinson, qui va être le premier Afro-Américain à percer la barrière dans le baseball majeur, va devenir le premier joueur noir à jouer dans les Major League of Baseball aux États-Unis. Même moi, je sais c'est qui, puis je suis vraiment pas dans les noms. Voilà. Alors que les 3 premiers au basketball sont vraiment moins connus et c'est particulièrement surprenant quand on considère le succès que connaît la NBA aujourd'hui. Si on regarde en 2014, les contrats de télévision ont été renégociés pour 24 milliards de dollars. Les finales sont écoutées à travers la planète. Puis les super vedettes comme LeBron James, Stephen Curry ou encore avant Kobe Bryant et encore avant Michael Jordan sont reconnus comme de superstars à travers la planète. Mais avant de vous parler de ces athlètes-là, je vais vous montrer le contexte un peu de la NBA. Elle existe depuis 1946, puis à l'époque, elle a juste 11 équipes. Bien entendu, il y a uniquement des joueurs blancs, et elle est très peu populaire, c'est important, j'y reviendrai tantôt. Elle est surtout moins populaire que le baseball. Faut comprendre par contre qu'il y a une situation qui est très particulière avec la situation raciale dans le basketball si on la compare avec les autres sports. Si on regarde le baseball au milieu du siècle ou dans les années 40 et même avant, on a des ligues réservées aux athlètes noirs alors qu'on a la ligue majeure réservée aux blancs. Et Jackie Robinson, comme je l'ai nommé, va vraiment percer la barrière, va effectuer le pont, si vous voulez, entre ces 2 ligues-là. Du côté du basket, c'est un peu particulier. Si la NBA est strictement réservée aux Blancs, on retrouve quand même les Harlem Globetrotters, qui existent toujours aujourd'hui, qui sont une équipe uniquement à l'époque formée d'Afro-Américains. Celle-ci ne fait pas partie de la NBA, puis effectue des tournées partout aux États-Unis, même un peu au Canada, pour affronter des équipes uniquement blanches. Donc, on a un partage sur un seul et même parquet de gens noirs et de gens blancs dans le milieu du basketball, simplement pas dans la NBA. Puis pas dans la même équipe quand même. Pas dans la même équipe. Ils jouent sur les différences raciales, entre gros guillemets, là, le mot différence. Oui. Là. Ben oui, non, mais c'est un bon point, c'est ça. Très bon point que tu amènes, que c'est pas au sein d'une même et seule équipe. Par contre, il y a des équipes mixtes dans les rangs universitaires. Donc, ce que nous propose de nouveau la saison 1950-1951 dans la NBA, c'est que pour la première fois, on va avoir un métissage au sein même d'une seule et même équipe dans le milieu professionnel. Parce que, bien que les Harlem Globetrotters soient professionnels, c'est une équipe uniquement formée de noirs, donc pas de mélange. Et à l'université, bien entendu, on n'est pas encore professionnel. Puis il faut dire quand même qu'à l'université, on parle du nord des États-Unis, Surtout. parce qu'au sud des États-Unis, les universités sont ségrégées aussi en très grande majorité, je pense. Exact, tout à fait. Ce qui nous amène au repêchage de 1950. C'est là que la barrière raciale va être jetée par terre, si on veut, avec les Celtics de Boston qui vont sélectionner très tôt en 2e ronde du repêchage, qui a lieu d'ailleurs à Chicago en avril 50, vont repêcher l'athlète Charles Cooper, surnommé Chuck. Cooper connaît énormément de succès à l'université Duquesne à Pittsburgh, où d'ailleurs il affronte des athlètes blancs. Et
finalement, les Celtics ont très peu de succès à cette époque-là. On est loin, pour mes amateurs de basketball, on est vraiment loin des Celtics des années 60 qui vont gagner tous leurs matchs. On est vraiment dans une équipe relativement faible qui a besoin de renfort. Et à ce moment-là, Cooper est un excellent joueur. Et d'ailleurs, les gens le savent très bien parce que dans le Chicago Tribune, quelques jours avant le draft, du repêchage, on discute que Cooper serait une très bonne acquisition pour n'importe quelle équipe de la NBA. Ceci étant dit, je vous rappelle qu'on est en 1950, donc on est dans un contexte très, très particulier pour la question raciale, très ségrégué. Donc, quelle équipe allait être prête à sélectionner un joueur noir à l'époque? Finalement, c'est le propriétaire Walter Brown avec son entraîneur Red Auerbach des Celtics de Boston qui vont décider de récupérer Cooper au repêchage. Red Auerbach va d'ailleurs le dire, qu'il soit noir, blanc, orange ou vert, en autant qu'il m'aide à gagner, il est dans l'équipe. Il faisait pas ça pour intégrer, lui. Il était pas comme, du non, tout. je veux Non, gagner. c'est ça, exact. Par contre, Cooper, lui, de son côté, va être extrêmement fier de la situation. Pour lui, être le premier joueur noir repêché dans la NBA, c'est très important pour lui. Avec raison. Un joueur qui voulait absolument pas se lier avec les Harlem Globetrotters d'ailleurs, parce qu'il dénonçait les conditions de travail de ces hommes-là qui étaient souvent exploités par leurs propriétaires blancs. Mais honnêtement, je pourrais pas passer énormément de temps là-dessus. Ça pourrait être l'objet d'une autre chronique carrément. On va attendre ça à l'automne. Exact. Ensuite, une fois que Boston a sélectionné Cooper, c'est l'équipe de Washington, les Capitals de Washington, à ne pas mélanger avec l'équipe actuelle de hockey. L'équipe de basketball n'existe plus. Mais les Capitals vont repêcher M. Earl Lloyd, qui a eu aussi beaucoup de succès dans les rangs universitaires. Et ce qui est drôle, ce qui est particulier plutôt, c'est que Bones McKinney, l'entraîneur de Washington, va faire une rencontre avec ses joueurs, bien entendu tous blancs, avant le repêchage, puis il va dire, en gros, ouais les gars, il y a peut-être des chances qu'on repêche un noir. Est-ce que vous êtes prêts à accepter ça? Puis les joueurs de répondre, s'il est bon, pourquoi pas, coach, s'il peut nous aider à gagner, let's go. Par contre, Earl Lloyd dit que malgré ça, quand il va arriver à sa première pratique, il va rentrer dans le gym, il va rentrer dans le gymnase, il va être un des derniers arrivés, puis ses coéquipiers noirs vont avoir les yeux grands comme des balles de tennis, là. Ils vont pas croire qu'il y a un noir dans l'équipe. Puis Un coéquipier blanc. Oui, un coéquipier blanc. Tout à fait. Pardon. Puis ça va prendre quand même du temps avant qu'il se fasse accepter, mais étant donné qu'il est particulièrement agile, on le surnommait le Big Cat, parce qu'il était particulièrement imposant et agile. Donc, il va avoir le respect de ses coéquipiers. Oui, il devait performer pour se faire accepter, sinon... Exactement, tout à fait. Puis, finalement, le dernier, mais non le moindre, c'est peut-être le plus connu des trois, dans la mesure où les trois, je vous le rappelle, sont très peu connus. C'est monsieur Nathaniel Sweetwater Clifton. Sweetwater, pour son amour pour les colas, tout simplement. Ah. Puis, lui a un parcours un peu différent, puisqu'il va pas être repêché. Après avoir fait un parcours dans l'armée, il va jouer pour les Harlem Globetrotters, lui. Puis il va être un des joueurs populaires de l'équipe, il va connaître beaucoup de succès, puis il va s'y plaire avec ses coéquipiers afro-américains chez les Trotters. Mais le propriétaire des Knicks de New York à l'époque, toujours en 1950, Ned Irish, a absolument besoin d'une présence importante sous le panier, d'un gros bonhomme qui peut lui donner des points. Donc, Nathaniel Clifton répond à cet appel-là. D'autant plus que Irish réalise que les Trotters, les Harlem Globetrotters, sont plus populaires à l'époque que sa propre équipe en NBA. Donc, il va faire d'une pierre deux coups, il va aller acheter le contrat de Clifton aux mains du propriétaire Abe Saperstein, le dirigeant des Harlem Globetrotters. Ce sera pas une partie de plaisir parce que Abe Saperstein, lui, veut absolument conserver le monopole des joueurs noirs au basketball, mais avec le fait que Boston et Washington aient repêché respectivement des Afro-Américains lors du repêchage à Chicago, il va accepter de céder pour 12 500 $ le contrat de Clifton. Puis on se rappelle que lui, il est blanc. Abe Saperstein, oui, le propriétaire des Harlem Globetrotters est blanc, absolument. Puis, donc si on récapitule, Cooper va donc être le premier joueur à être repêché dans la NBA, le premier joueur afro-américain, alors que Lloyd va être le premier à jouer dans la NBA, tout simplement parce que si on regarde le calendrier régulier de la saison 1950, les Capitals jouent avant les Knicks et les Celtics de Boston. De son côté, Clifton va être le premier à signer un contrat dans la NBA. Le premier joueur afro-américain, bien entendu. Mais tout ça se passe en même temps. Toujours en même temps, toujours dans la saison 50-51. Pour ce qui est de leur carrière respective, Lloyd va être champion NBA en 1955 quand même. Clifton va faire la finale de la Ligue à son année recrue. Il va par contre perdre contre l'équipe de Rochester et va être élu au match d'étoiles en 57.
De son côté, Cooper va avoir une très courte carrière, seulement 6 ans dans la NBA à cause que des blessures vont l'obliger à prendre sa retraite, mais il va être surtout connu pour son lien d'amitié avec le joueur blanc et grande vedette des Celtics de Boston, M. Bob Cousy, originaire de France, qui est vraiment une légende, si on veut, à Boston. Son numéro est présentement retiré au stade des Celtics. Puis, il était très proche de Chuck Cooper, donc c'était une belle image, si vous voulez, d'une amitié entre un Afro-Américain et un athlète blanc dans un contexte comme celui des années 50 aux États-Unis. Un beau symbole. Un beau symbole, exactement. Par la suite, les 3 joueurs vont être intronisés au temple de la renommée du basketball à Springfield, au Massachusetts. Mais selon mon humble avis, c'est dommage de voir que ces joueurs-là vont être intronisés aussi tard. Quand je dis ça, c'est que Lloyd va être le seul encore en vie lors de son introduction au temple, c'est-à-dire en 2003. D'ailleurs, si vous voulez écouter son discours lors de son arrivée au temple de la renommée, il est disponible sur YouTube. Vous avez juste à marquer Lloyd, L-L-O-Y-D, Hall of Fame, puis il est facilement... c'est facile à trouver. On pourrait le mettre sur la page Facebook. Ben oui, tout à fait. Puis, alors que Clifton, lui, ça va venir seulement en 2014, alors qu'il est décédé depuis de nombreuses années. Même chose pour Cooper. Charles Cooper est même pas encore intronisé. Il va l'être en septembre prochain, septembre 2019. Donc, c'est particulier, je le répète, que d'une ligue qui met autant de l'avant la culture et la présence d'athlètes afro-américains aujourd'hui, avec des super vedettes noires qui sont connues à travers la planète, mais les pionniers afro-américains de cette ligue-là ont tardé autant, puis sont pas mis de l'avant du tout. Donc, c'est particulier, mais quand même, j'aimerais finir avec le fait que pourquoi ces joueurs-là sont si moins connus que Jackie Robinson, comme je l'ai mentionné plus tôt, qui lui a été le premier afro-américain, je le répète, à introduire le baseball majeur. Mais il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, je l'ai mentionné rapidement, le basketball est très peu populaire à l'époque, au milieu du 20e siècle. Donc, les gens réagissent beaucoup moins à un sport qu'ils ne regardent pas, on s'entend, alors que lorsque Jackie Robinson fait son entrée avec les Dodgers de Brooklyn, ben là, c'est incroyable parce que tout le monde écoute le baseball. Le baseball, c'est le national pastime à l'époque. C'est vraiment une religion pour les Américains. Donc là, ça frappe beaucoup plus les spectateurs ou les fanatiques de sport. Du côté de Jackie Robinson aussi, non seulement il va introduire un sport beaucoup plus populaire, mais il va le faire 3 ans plus tôt. Il va le faire en 1947, alors que du côté de Clifton, Cooper et Lloyd, je le répète, on arrive en 1950. Donc, non seulement on le fait dans un sport qui est moins regardé, moins écouté, dont on s'informe moins, mais en plus on le fait après. Donc, il y a eu beaucoup de réactions qui ont été faites auprès de Jackie Robinson. Donc, ça calme un peu les ardeurs des gens 3 ans plus tard. Il y a aussi le fait que ça dilue un peu le processus quand ils sont 3 à introduire en même temps la Ligue, alors que Jackie Robinson était le seul et unique joueur noir de la Ligue à son année recrue. Puis, Jackie Robinson était extrêmement talentueux, donc amenait des statistiques très intéressantes pour son équipe, les aidait à gagner, était vraiment un des visages de la formation des Dodgers de Brooklyn à l'époque. Tandis que Clifton, Cooper et Lloyd sont d'excellents joueurs. C'est pour ça qu'ils sont présents dans la NBA, mais c'est pas les joueurs vedettes de la NBA. C'est pas des joueurs transcendants non plus. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont pas intronisés au temple de la renommée actuellement en tant que joueurs, mais en tant que vraiment gens qui ont contribué à l'évolution de la Ligue en tant que pionniers. Oui, donc, c'est plus des symboles que... Exactement. C'est beaucoup plus des symboles que des super vedettes, si on veut. Mais quand même, faut pas sous-estimer l'impact que va avoir ces 3 hommes-là sur la NBA, qui vont favoriser une augmentation exponentielle de la présence d'Afro-Américains dans la NBA. Pour vous donner un exemple, en 1965, donc 15 ans après l'arrivée de ces 3 athlètes-là, on se retrouve déjà avec 51% des joueurs de la NBA qui sont des Afro-Américains. Donc déjà un peu plus que la moitié. Puis d'ailleurs, en 1964-1965, les Celtics de Boston vont être la première formation à proposer un 5 partants, c'est-à-dire les 5 joueurs qui commencent le match sur le terrain, un 5 partants uniquement composé d'athlètes afro-américains, avec comme tête d'affiche, comme meneur, comme grande vedette, M. Bill Russell, qui est encore aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs joueurs de basketball de tous les temps. Wow! Puis, mais dans le fond, la NBA n'a jamais eu de règles contre l'intégration des Noirs. C'était juste qu'il n'y en avait pas parce que, bon, tout le monde était raciste à l'époque. Exact. Puis, ça, dans le fond, ça a ouvert la valve. Puis là... Tout à fait. C'était plus comme un arrangement entre les différents propriétaires blancs de la Ligue, mais il n'y avait pas de réel entente. C'était pas un contrat que les Noirs n'avaient pas le droit de faire l'équipe. Exact. Ah, super. C'est ce qui conclut ma chronique sur l'intégration raciale au basketball. Moi, j'avais un peu une question. Est-ce que, par exemple, le football
est-ce qu'il y a eu des joueurs afro-américains avant le basketball? Pour ce qui est du football américain, ça pourrait être l'objet d'une chronique aussi. Parce que alors je te le laisse. Non, Ouais, dis pas. Tu reviens à la saison parce que prochaine. C'est un cas particulier, le football, ouais. OK. Bon, parfait. Ben, on va attendre des nouvelles chroniques sur le Ouais, sport. il y en a plusieurs. Là, t'as déjà dit les Harlem. Là. Oui, ben, on avait plus d'historiens du sport à l'émission, donc ça va être parfait. Ça va être C'est ton parti. créneau. C'est super. Merci beaucoup. Donc, on va aller en musique, Oriane? Oui, on s'en va avec What is Love de Newfoundland. What is love but a constant struggle? What's the heart but the pounding? What are we when the tide is sinking? What is fate? I don't know it. What is love but a constant riddle? What's the state that I long for? What are we when the mountains rising? What is hope? I don't know it. À Histoire de passer le temps avec Maud Savaria au micro. Et nous avons notre dernière chronique de la saison 2018-2019. Wouhou! Espérons qu'elle soit bonne. Ben ouais, ben on va... Nous déçois pas, Guillaume. C'est entre tes mains, Guillaume. Vas-y. Bon. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler de Guillaume le Conquérant suite à une visite de la Normandie il n'y a pas très longtemps où j'ai pu visiter le château de Falaise en tout cas. Donc Guillaume le Conquérant fut assurément un grand personnage de l'histoire qui a marqué durablement de son caractère et de son obstination le destin de nombreux peuples et on va voir aujourd'hui comment. Donc son histoire nous est connue par plusieurs sources contemporaines de son règne, donc notamment les chroniques de Guillaume de Jumièges et de la tapisserie de Bayeux, qu'on appellera plutôt une broderie en fait. C'était une époque tapisserie. où tout le monde s'appelait Guillaume, on est d'accord? Il y en a beaucoup effectivement. C'est pour ça que je me sens un peu comme de cette époque-là. Là. Ouais, Alors, ça. Concernant justement la tapisserie de Bayeux, ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est une sorte, pour ceux qui connaissent pas, là, c'est l'image qui est sur Facebook que j'ai postée. C'est une sorte de bande dessinée, si on peut dire médiévale, qui présente les événements en fait qui précèdent et qui vont être consécutifs à 1066, donc au moment de la bataille d'Hastings. Et donc ça c'est vraiment une source très importante. Puis au niveau de l'iconographie, ça nous représente bien en fait l'époque.
Et en fait, par la suite, il va y avoir de nombreuses légendes qui vont être ajoutées à l'histoire officielle, qui vont venir accentuer ou ternir l'image de Guillaume le Conquérant. Donc Guillaume est né en 1027 à Falaise, donc en Normandie. Son père est alors le jeune duc de Normandie, Robert II, dit le Magnifique, qui n'a même pas encore 20 ans, et sa mère est la jeune et modeste Hervette, qu'on appelle aussi parfois Arlette, qui est la fille d'un tanneur de Falaise. Les deux ne sont pas mariés, donc c'est pas reconnu par l'Église, leur union. Scandale. Effectivement. Et Arlève devient donc la concubine officielle du duc. Elle est reconnue par la cour, mais pas par le pape. Et ça va vraiment créer des problèmes plus tard. Et Guillaume, lui, il va avoir un petit qualificatif qu'il ne va vraiment pas aimer. On va le considérer comme un bâtard. Donc les premières années de Guillaume se déroulent bien tranquillement dans les environs du château de Falaise avec sa famille maternelle, puisque son père, le duc, est duc, donc il a autre chose à faire que de rester auprès de ses enfants. En 1035, le duc convoque, donc Robert, convoque une grande assemblée à Fécamp qui réunit tous les barons et tous les vassaux, tous les ecclésiastiques du duché, pour leur faire une proclamation étonnante. D'une part, Robert leur présente son fils, donc Guillaume, qui du haut de ses 7 ans devient l'héritier légitime du duché et auquel tous les barons prêtent serment d'allégeance. Et par ailleurs, Robert annonce un départ imminent vers la Terre Sainte en pèlerinage pour y expier ses fautes et sa vie dissolue. Oh. Malgré... Donc, est-ce que ça se faisait souvent, les deux choses là qu'il a annoncées? Le premier, au niveau de la Normandie, ça pouvait se faire, même si Guillaume était comme considéré comme un bâtard et que ses parents n'étaient pas mariés, ça pouvait se faire parce que dans les traditions normandes, les unions comme ça qu'on pourrait considérer libres étaient reconnues. D'accord. Et pour la suite, Robert, ayant eu une vie particulièrement dissolue dans ses premières années, avait comme un besoin effectivement de partir en pèlerinage pour, d'une part, en fait, expier ses fautes, effectivement, parce que c'était des gens très religieux à l'époque, mais aussi dans un but plus politique pour asseoir son autorité en Normandie et pour en fait être reconnu du pape comme un souverain légitime en fait, et que son peuple ensuite puisse éviter de se révolter contre lui. Bref. Mais lui, il n'était pas marié, Robert. Non. Okay. Donc, malgré de multiples péripéties sur sa route, Robert ne verra jamais le Saint-Sépulcre et il va mourir sur la route du retour à l'âge tendre de 25 ans. On mourait jeune à l'époque. Donc sa mort entraîne une longue période d'anarchie pendant la minorité de Guillaume. Donc là, les barons ils se révoltent contre Guillaume, ils en profitent pour augmenter leur emprise, ils se font construire des châteaux forts, qui sont pas comme les châteaux de Guédelon à cette époque-là. Là, c'est ce qu'on appelle des mottes féodales, donc c'est des châteaux en bois qui sont construits sur des élévations artificielles. Bref, plusieurs conspirations visent à évincer Guillaume. Donc là, on tue successivement, donc ils sont assassinés par les barons rebelles, son percepteur, son tuteur et son sénéchal. Oh. Ouais, sa vie est en danger. Ouais. Ça pourrait peut-être comprendre après son caractère particulièrement intransigeant. Donc après avoir vécu quelques années caché en campagne pour sa sécurité, Guillaume vient confronter les barons rebelles qui sont soutenus, et puis lui il est soutenu en fait par quelques rares chevaliers qui sont fidèles. Donc la majorité de son duché est quand même en rébellion contre lui à ce moment-là. Et lui il a quel âge à ce moment-là? Là il a 14 ans. Ok. Ouais. Là, il est rendu à 18 ans, là, en 1046, et là, sa situation est très précaire, parce qu'il y a une grande alliance de la plupart des barons rebelles, en fait, de Normandie, qui sont là, et qui veulent vraiment en finir avec lui, et qui ont juré, sur les reliques, de férir le duc, donc ils veulent le tuer. Donc là, il y a un complot à Valognes, là, il échappe vraiment de peu aux conjurés, et en 1047, le conflit est inévitable, et Guillaume va devoir en fait se battre contre les rebelles. Là, il a de gros problèmes parce qu'il dispose pas assez de force pour s'opposer à ses opposants. Donc là, il décide d'aller réclamer l'aide de son suzerain qui n'est d'autre que le roi Henri Ier, roi de France. Même si le roi de France, lui, ça ne l'arrange pas trop d'aider Guillaume, il est obligé de le faire parce que si jamais il n'aide pas un de ses vassals, tous ses autres vassaux pourraient considérer comme que ce serait un souverain faible et tout le monde pourrait comme se rebeller contre lui. Donc le roi de France, que ça lui plaise ou pas, il est obligé d'aller assurer la défense de son vassal. Puis à l'époque, le roi de France n'avait pas autant de pouvoir là, que plus tard. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Donc là, il y a une grande bataille auprès de Caen. Bref, les conjurés sont défaits par l'alliance franco-normande. Par la suite, chose assez étonnante, Guillaume pardonne aux rebelles et il proclame ce qu'on appelle la paix et la trêve de Dieu dans le duché. Donc là, plus personne n'a le droit de se faire la guerre et tout le monde est comme remis, les compteurs sont comme remis à zéro, si on peut dire. Dès lors, la Normandie en fait entame une période de calme relatif et de forte prospérité que la plupart de ses voisins immédiats, dont le roi de France, vont jalouser. En 1051, le duché est vraiment rétabli et l'autorité du duc est assise. Donc Guillaume peut conclure une alliance matrimoniale avec le comte de Flandre, Baudouin V.
Là, il y a un mariage donc qui s'ensuit avec Mathilde. Et même si le mariage va offusquer vraiment longtemps le pape Léon IX, là, parce que Léon IX avait des problèmes avec des Normands en fait qui se battaient contre lui en Italie, bref, puis il avait des problèmes au niveau politique, donc il voulait absolument pas que le duc de Normandie puisse avoir un mariage légitime avec quelqu'un qui était considéré comme sa cousine au 7e degré, si je ne m'abuse. La cousine de Guillaume. Ouais. Au 7e degré, c'est pas super à l'époque? Ça commence à faire loin, mais le pape en fait il pouvait dire de quoi jusqu'au 13e degré, si je ne m'abuse. Oh, ok. Ouais. Et puis on s'entend que la plupart des familles en fait à ce moment-là sont tous imbriquées les unes dans les autres, donc il est très difficile de se trouver comme quelqu'un qui est pas de sa famille éloignée à plus d'une couple de degrés là. Donc c'est ça. Malgré donc le fait que le pape aime pas trop ça, là, l'union est vraiment heureuse. Donc il y a 8 enfants qui vont naître et il y a aucune concubine qui est connue du duc, ce qui est un fait vraiment très rare pour l'époque. Oh, donc il y avait quand même une bonne entente. Exactement. Très... Là, il y a eu un changement de pape, donc c'est Nicolas II qui a rendu le changement de pape, et lui, il va célébrer leur union en échange de la construction de 2 abbayes qu'on peut encore voir aujourd'hui, donc à savoir l'abbaye aux femmes qui a été fondée en 1059 et l'abbaye aux hommes qui a été fondée en 1063, donc les deux sont encore visitables aujourd'hui à Caen. Bref. On va un peu accélérer. Donc la Normandie étant particulièrement riche, en fait, tous ses voisins sont attirés par cette richesse et tentent de l'envahir. En fait, c'est le cas du roi de France, qui va être défait à 2 reprises en 1054 et en 1057. Alors arrivent en fait les événements en fait qui vont amener Guillaume à devenir l'un des personnages centraux du Moyen-Âge. Donc il faut savoir que durant sa jeunesse, son père Robert le Magnifique avait soutenu les rois anglo-saxons en fait dans leur bataille contre les Vikings. Et pendant un certain temps, en fait, le cousin de Guillaume, qui est Édouard le Confesseur, a été exilé en Normandie, et que Édouard le Confesseur va devenir le roi d'Angleterre en 1042. Sentant l'âge avancé et n'ayant pas d'héritier, Édouard souhaite remercier ses protecteurs et désigne donc son cousin Guillaume comme son héritier légitime et son successeur sur le trône d'Angleterre. Toutefois, dans les dernières années du roi, une autre figure centrale s'impose à l'intérieur de la cour d'Angleterre, à savoir son beau-frère anglo-saxon, Harold, le comte de Wessex. En 1064, Harold arrive en Normandie pour rencontrer Guillaume et le rassurer sur ses intentions. À Bayeux, Harold jure fidélité à Guillaume sur les reliques et de respecter le testament en fait d'Édouard. Pourtant, quand Édouard meurt en janvier 1066, c'est Harold qui monte sur le trône d'Angleterre, parce que au dernier moment, en fait, Édouard a considéré qu'il devait donner le royaume à un anglo-saxon, probablement. Comme de par hasard au dernier moment. Au dernier moment, c'est ça. Et là, ça a vraiment posé des problèmes. Ensuite, vous allez comprendre pourquoi. Grâce à ces espions, en fait, Guillaume apprend rapidement le geste de parjure de Harold. Et malgré une tentative diplomatique infructueuse, Harold ne veut pas céder la couronne. Guillaume le comprend. Et là, il y a un problème vraiment légal. Parce qu'il faut savoir que la loi normande privilégie les héritages concédés du vivant et se méfie des promesses de dernière minute faites par un mourant. A contrario, la loi anglo-saxonne considère que les dernières volontés du mourant sont celles à considérer. Donc tous les deux conscients de leur bon droit, ils vont comme finir par se battre. Donc Guillaume convoque tous ses barons et leur expose un plan incroyable, à savoir former une grande flotte pour traverser la Manche, débarquer une grande armée en Angleterre et prendre par la force la couronne qu'Harold a usurpée. La plupart des barons en fait vont se rallier à cette idée sous la promesse en fait d'avoir des terres et des gains en Angleterre. Parallèlement à ça, en fait, Guillaume entame des négociations avec tous ses voisins pour s'assurer leur neutralité. Donc, ce qu'il va réussir à faire avec des jeux politiques assez étroits que j'ai pas le temps d'expliquer là, mais c'est vraiment un fin politicien. À côté de ça, en fait, la Normandie, en fait, dispose des fonds pour faire l'opération, mais elle dispose pas assez de chevaliers. Donc là, Guillaume est obligé d'aller recruter d'autres gens, en Bretagne, en Flandre, dans les pays angevins et compagnie. Donc vraiment, la bataille d'Hastings ne comprend pas juste des Normands, c'est comme une espèce de coalition de Normands et de Français qui va se rendre en Angleterre. Et enfin, Guillaume réclame l'avis du pape qui lui accorde la légitimité de sa question. Donc en 1066, tous les chantiers navals de Normandie fabriquent des bateaux. On ne connaît pas le nombre exact, mais c'est entre 700 et 1 millier de bateaux qui vont participer à l'opération. Et parallèlement, on recrute environ 15 000 soldats et 4 000 chevaux. Ce qui est quand même beaucoup. Pour l'époque, c'est vraiment beaucoup. Là. Officiellement, c'est ça. En septembre, la flotte est prête. Officiellement, Guillaume attend des vents favorables, mais officieusement, en fait, il attend le bon moment pour agir. Parce qu'ils avaient comme un réseau d'espions assez important. Et lui, en fait, il apprend que le roi de Norvège, Harald le Sévère, a envoyé lui-même une armée en Angleterre parce que lui aussi a des droits de succession et en fait, il prétend aussi prendre le trône. Donc là, il faut comprendre qu'Harold, il va se battre à Stamford Bridge le 25 décembre 1066 contre les Norvégiens. Il est défait, mais que pendant
pendant ce temps-là, Guillaume, lui, il va traverser la Manche avec son armée. Il était au courant que Harold était occupé dans le nord et qu'il n'était pas capable d'empêcher ses projets de débarquement. Dans le fond, c'est ça l'inspiration pour Game of Thrones. C'est plus compliqué que ça. Ouais. Mais ouais. Là, tous les événements qui suivent sont tous racontés dans la tapisserie de Bayeux. Donc, si jamais vous voulez regarder à quoi ça ressemble, là, ça vaut vraiment la peine d'être vu. Grosso modo, vers le 14 octobre 1066, on n'est pas sûr de la date, mais les deux armées se rencontrent quelque part près d'Hastings. Harold est comme serré en haut sur une colline. Genre, il arrive vraiment à tenir ses troupes serrées. Genre, ce qui fait que tous ces guerriers, en fait, ont des boucliers côte à côte. Genre, et ça forme vraiment un mur humain. Les Normands n'arrivent pas à rentrer là-dedans et la bataille en fait dure toute la journée jusqu'à la soirée et là Guillaume décide de changer de technique. Il fait avancer ses archers qui tirent à tir tendu directement sur les Anglais et font vraiment pleuvoir une pluie mortelle dont une flèche traverse l'œil d'Harold. Donc le roi anglo-saxon vient d'être blessé. Là sur ça, Guillaume en fait envoie une espèce de commando de 4 chevaliers pour le tuer. Genre. Donc là Harold est vraiment tué dans l'affrontement. Là la panique s'engage chez les Anglais. La bataille finie. Guillaume est de facto roi d'Angleterre. Mais là, en fait, il y a toute une période où il doit comme pacifier le sud de l'Angleterre et il ne sera en fait couronné roi d'Angleterre qu'en décembre 1066. Pour faire simple, au départ et tout de son occupation en Angleterre, il est vraiment de bonne volonté. Il a appris la langue locale, il a appris les mœurs et compagnie. Le problème, c'est que les barons anglais n'arrêtent pas de se révolter contre lui et que finalement, en fait, Guillaume doit comme remplacer tous les aristocrates et tous les ecclésiastiques du pays par des Normands ou des Français pour être sûr en fait qu'ils soient fidèles à sa cause. Donc lui en fait il meurt en 1087 après le siège de Mantes à Rouen et l'un de ses plus grands legs en fait ce serait le Domesday Book qui a été terminé en 1086. Ça c'est un document vraiment unique pour le Moyen-Âge parce que c'est un recensement détaillé de tous les biens de l'Angleterre et ça permet en fait à tous les historiens de bien connaître l'histoire de ce royaume à ce moment-là. Wow. Et ouais ça. Et l'historiographie moderne est très controversée sur ce personnage-là, à savoir qu'elle est très positive en Normandie et en France, où on voit vraiment que c'est un conquérant, quelqu'un de positif. Et elle est très négative chez les anglo-saxons qui reconnaissent les talents de l'homme mais ternissent son image et son destin politique. On rappellera quand même que l'arrivée de Guillaume le Conquérant, ça engage 2 siècles en fait d'intenses échanges entre les Normands et les Anglo-Saxons en Angleterre, et que n'en déplaise aux Anglais d'aujourd'hui qui se reconnaissent plus comme des Anglo-Saxons. Les Anglais d'aujourd'hui sont héritiers à la fois des Normands et des Anglo-Saxons, et ça on le sait à travers l'anglais, qui aujourd'hui, l'anglais moderne, c'est à peu près un tiers de mots en fait qui dériveraient du normand. Oui. Voilà. Oui, en effet, il y a beaucoup d'échanges là-dedans. Puis Guillaume étant un fin stratège quand même. Donc, merci Guillaume. C'était la dernière émission d'Histoire de passer le temps. Je vais prendre le 2 minutes qui restent pour remercier mes collègues. Donc, premièrement, mes collègues à la coordination, Valérie et Gabriel, pour la belle année, malgré nos vies rocambolesques et occupées. On a réussi à faire toutes les émissions, c'est parfait. Merci aussi à tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices qui sont venus à l'émission et qui nous ont parfois sauvés avec des chroniques toujours pertinentes et rigoureuses. Comme ça, volontairement. Un merci spécial à Oriane et Marie-Laurence pour la régie, parce que c'est pas toujours facile. Et à David, Amélie et Magali pour l'animation à quelques reprises aussi au cours de la saison. Merci aussi à tous ceux et celles qui ont fait leur première chronique cette année, comme Charles-Thomas, parfois bien stressés, mais qui ont livré du contenu assez admirable. Merci aussi à Choc de nous offrir la chance de parler de ce qu'on aime à tous les vendredis soirs et de se sortir un peu la tête de nos mémoires et thèses une fois de temps en temps. Et merci aussi à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous suivre. On va vous inviter à rattraper les émissions pendant l'été ou à nous réécouter si ça vous plaît. Il y a toujours des détails qu'on manque, donc c'est toujours intéressant à réécouter. Donc on est sur choc.ca, sur iTunes, sur Spotify et sur toutes les applications de balado disponibles au Québec. Je vous recommande aussi spécialement le spécial UQAM. Parce que il y a des extraits audio récoltés par David et Amélie. C'est assez merveilleux.